Les négociations bilatérales n'aboutissent pas. 2 ans plus tard, le Dey d'Alger prend même en otage 2 équipages de navires. Il réclame 60 000 $ pour leur libération ou menace d'en faire des esclaves. Rapporté au budget actuel des États-Unis, cette somme représenterait aujourd'hui plus de 60 milliards de $. Nous les avons achetés. L'Amérique a conclu avec Alger un traité de paix. Un tribut de plusieurs millions de dollars qu'on leur verse, chaque année. Une somme de l'ordre de 20% des recettes de l'État. Il y a longtemps qu'on aurait dû investir cet argent dans des forces de frappe militaires puissantes. C'est bien vrai ça. 20%, rendez-vous compte. On aurait pu régner sur les océans. De nos jours, il paraîtrait invraisemblable que les États-Unis se laissent dicter ainsi leur conduite. Mais même pour la jeune République, l'humiliation est cuisante. Les États-Unis veulent ainsi mettre fin aux conditions humiliantes du traité de paix et d'amitié qui les lie à Alger. Et on les comprend. En 1795, les États-Unis ont connu un épisode particulièrement humiliant. Le Dey Hassan, le régent d'Alger, a exigé que les Américains lui construisent un navire au lieu de lui verser un tribut en espèces sonnantes et trébuchantes. Il devait livrer à Alger une frégate d'une 40aine de canons doublés de cuivre. Le président George Washington a écrit qu'il en avait été extrêmement mortifié. Mais les États-Unis étaient faibles à cette époque, et le président a jugé que son pays n'avait pas d'autre choix que de s'exécuter. Il savait pourtant bien qu'avec ce navire de guerre, les Algériens captureraient de nouveaux vaisseaux marchands américains et européens. Cet épisode a été désastreux. Les Algériens avaient capturé 307 marins américains et ils étaient en possession d'un excellent navire de guerre très moderne. S'ils parvenaient à le dégager et à l'intégrer dans leur propre escadre, ils risquaient de s'en servir pour briser le blocus et piller les frégates américaines. En échange de la libération des otages, les Barbaresques exigent une somme faramineuse. Un drame violent se joue au large des côtes européennes. Surgis de la mer, des corsaires enlèvent sans ménagement des hommes et des femmes. De nombreux travaux de recherche ont été réalisés sur la traite des Noirs. Mais on a très peu étudié le commerce des esclaves blancs. C'est un phénomène encore mal connu. Peu d'entre eux parviendront à rentrer chez eux pour témoigner de leur sort. Les Européens perdent de nombreux navires et équipages, au point que le commerce se trouve presque paralysé en Méditerranée. Il est trop tard pour fuir, mais Jean-François Prépeau et ses hommes se battent jusqu'au bout. C'est la mort ou l'esclavage qui les attendent. Les barbaresques sont apparus après que les Maures ont été chassés d'Espagne. Ils se sont installés en Afrique du Nord et ont consacré toute leur énergie à attaquer les navires marchands chrétiens. Voilà pourquoi il y a eu une telle augmentation des expéditions corsaires au XVIe et XVIIe siècle. Jean-François Prépeau a commis une erreur fatale. Il sait qu'il sera puni à Alger pour avoir osé résister à ses agresseurs. Puis jusque dans les tavernes de matelots aux États-Unis. Grâce aux bonnes relations entre la France et Alger, on dit que le capitaine Prépeau aurait bénéficié d'un traitement plus clément. Servez-nous de votre Bien courage. sûr, oui. Merci. On n'a jamais vu ça. Certes, le capitaine n'a finalement pas été condamné au gibet, mais par le privilège de se choisir un esclave parmi les membres d'équipage. Bon sang. Ce ne sont pas des façons de faire. C'est scandaleux. Stephen Decatur aimerait mettre fin à ce climat de menace. En effet, les États-Unis sont en train de développer leur commerce maritime et les corsaires musulmans entravent sérieusement les échanges de marchandises.
Et nul n'a encore réussi à les arrêter. Les États-Unis, une fédération de 13 anciennes colonies sur la côte est d'un continent gigantesque, sont un pays insignifiant lorsque la Grande-Bretagne reconnaît leur indépendance en 1783 au terme d'une guerre longue et meurtrière. Les Américains ont perdu la protection de la puissante flotte britannique et leurs vaisseaux sont la proie des corsaires. Pour laisser ces navires circuler en paix, les barbaresques exigent le paiement d'un tribut annuel. C'est le futur président Thomas Jefferson qui négocie avec les souverains musulmans. Prendre le plus possible sur les ennemis de son pays. Comment font-ils pour semer la terreur depuis plus de 3 siècles dans la Méditerranée et l'Atlantique? Quel est leur mode de vie, en mer et à terre? Il étudie aussi leur tactique d'attaque et leur guerre sainte contre le monde chrétien. Certains Européens devenus esclaves des corsaires au XVIIIe siècle et revenus au pays par la suite ont publié leurs mémoires. Une telle expédition était extrêmement dangereuse à l'époque. Les barbaresques ne sévissaient pas seulement en Méditerranée, ils remontaient jusqu'à la Manche pour attaquer la côte ouest de l'Angleterre ou l'Irlande. Et ils sont allés jusqu'en Islande où ils ont attaqué la ville de Reykjavik et ont ramené des esclaves islandais en Afrique du Nord. Notre capitaine a immédiatement sonné la charge. Mais les corsaires nous ont devancés et nous ont attaqués très habilement et très vite. Nous n'avions pas fini d'armer les canons qu'ils avaient déjà fait feu 2 fois sur notre vaisseau. Scilly, que nous avons été capturés et faits prisonniers. Le 10 mars 1724. Les corsaires ont réalisé une prise juteuse. Un navire transportant 21 hommes, pour la plupart jeunes et forts. De la marchandise de choix pour le Batistan, le marché aux esclaves d'Alger. Harkolufs et ses compagnons sont exhibés dans les rues de la ville comme du bétail. La moindre incartade est sévèrement punie, de coups de fouet, voire de la crucifixion. Le jeune marin a de la chance. Pour avoir tenté de voler une orange, il s'en tire avec une volée de coups. Jusqu'au XIXe siècle, il est courant de croiser des esclaves blancs dans les villes musulmanes. Européens pour la plupart, ils se voient confier les tâches les moins nobles et les plus pénibles. Des esclaves, il y en avait en nombre plus que suffisant dans la cité. Il m'était impossible de les compter. Il devait bien y en avoir 10 000. Hommes, femmes, mais aussi de jeunes filles. On ignore quelle est la proportion de femmes parmi eux. Si la déportation de millions d'Africains vers le continent américain a fait l'objet de nombreux travaux, les recherches n'en sont qu'à leur début concernant la traite des Européens, et l'on manque de chiffres précis. Selon certaines estimations, ils sont plusieurs centaines de milliers à avoir trimé contre leur gré dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, où il est alors de bon ton de posséder un esclave blanc. On pense qu'1 million d'Européens environ ont été vendus en esclavage. Mais ce chiffre ne tient pas compte des victimes des attaques barbaresques. Le total représente peut-être le double ou le triple. On n'en sait rien. L'endroit a tout d'un marché aux bestiaux. La dentition d'un esclave en dit beaucoup sur son état de santé et influe sur son prix. Mais les critères pris en compte sont nombreux. Sexe, âge, éducation ou encore origine. Ma ration quotidienne consistait d'un bout de pain moisi et d'eau croupie. Le lendemain, on m'a de nouveau présenté sur le marché aux esclaves. Va-t-il rester en vie ou mourir prématurément? Être traité comme une marchandise ou condamné à trimer? C'est ici que se décide son sort.
Et j'ai prié que Dieu, dans toute sa miséricorde, m'épargne le pire. Esclave dans une carrière de pierre, ou esclave de rame sur une galère de corsaires, ce qui m'aurait condamné à une mort certaine. Finalement, j'ai été vendu sur le marché contre 1000 aspres. Les marchands d'esclaves et les barbaresques étaient très contents quand ils mettaient la main sur un marchand issu d'un milieu aisé. Ils pouvaient ainsi essayer de le revendre à sa famille. Dans toute l'Europe, les églises et les gouvernements collectaient d'énormes sommes d'argent pour permettre à l'État ou aux familles de racheter le captif. Pendant plusieurs années, une poignée de corsaires vont en effet continuer à sévir dans l'illégalité. Ce sont les Français qui libéreront les derniers esclaves blancs après la conquête de l'Algérie en 1830. Décidément fait un mauvais calcul, le revend à perte au bey de Constantine. Le voyage jusqu'à notre destination s'est fait à dos de mulet. Ce pays est une contrée désertique, peuplée de Turcs et de Maures. Leur langue, l'arabe. Et leur religion, les Mahométans la pratiquent avec zèle. Dès que le jour commence à poindre, un homme qu'on appelle le Moudzin appelle à la prière depuis une tour. Le bey Hassine était une sorte de petit monarque qui régnait sur Constantine. Une cité agréable, avec une forteresse. D'après mes spéculations, nous nous trouvions à 12 jours de voyage, ou une soixantaine de milles, au sud d'Alger. Comparé à ses compagnons disséminés un peu partout en Afrique du Nord, le jeune homme peut s'estimer chanceux. Montre-moi son visage. Ça me convient. Mets-le avec les autres. Il a pour l'instant la vie sauve et entre comme esclave à la cour du bey. Lorsque je suis entré dans la maison, j'ai été transporté. Marque très vite que le jeune homme a de grandes compétences et s'efforce de faire de lui un bon musulman. Et tant pis si un esclave converti ne peut plus être traité comme une bête de somme. La tactique porte ses fruits. À la tête de ses troupes, le jeune homme remporte la bataille. Le bey Hassine a tenu parole et m'a rendu la liberté. Là-dessus, il m'a donné un laissez-passer en parchemin que je pourrais présenter à Alger. Va, et que Dieu soit avec toi. Prends garde aux boissons trop fortes en compagnie de femmes. À Alger, veille bien sur ton argent. Les escrocs sont vifs. Aujourd'hui, nous n'allons pas uniquement donner une bonne leçon au dey d'Alger. Nous allons donner à tous les barbaresques. Si le dey d'Alger signe un traité promettant de mettre fin à ses activités, Ça, c'est l'espoir, le navire sur lequel Harkolouf s'est embarqué à l'âge de 12 ans. Quand il a eu 16 ans, l'espoir a été capturé dans la Manche. De là, il a été remorqué jusqu'à Alger. Large de l'archipel des Sorlingues. L'équipage est fait prisonnier et transporté à Alger. Hark
Hark et ses compagnons d'infortune partagent le sort de près d'1 million d'Européens qui ont fini comme esclaves en Afrique du Nord entre les années 1500 et 1830. L'histoire de Hark est exceptionnelle, d'abord parce qu'il va survivre à sa mésaventure, mais aussi et surtout parce que l'ancien mousse ne devient pas un esclave comme les autres. Je fus vendu à Alger pour 1000 pièces de la monnaie locale, l'équivalent de 500 riksdal. Le lendemain, mon acheteur me vendit à un autre homme et empocha 100 pièces de bénéfice. Je restais 2 semaines chez mon nouveau maître. Je travaillais au jardin à récolter des feuilles de mûrier pour nourrir les vers à soie. J'étais aussi chargé de la corvée d'eau et du ménage de la maisonnée. Le jeune Hark Holoufs et les prisonniers originaires d'Amroum se retrouvent à Alger, qui, en 1724, est déjà une grande ville. Le jeune Hark Holoufs et les prisonniers originaires d'Amroum se retrouvent à Alger, qui, en 1724, est déjà une grande ville. Toute la ville prospère grâce... Dans toute l'Europe, on trouve dans les archives des registres et des lettres qui décrivent les tâches dévolues aux esclaves. Voyons voir ces lettres. En voici une. Parmi les archives, Éric Goebel a découvert un document exceptionnel par sa rareté. Cette lettre a été écrite à Alger le 10 janvier 1710. Elle est en danois. L'écriture n'est pas très belle, mais ce qu'il faut voir, c'est ceci. Cette lettre est pour mon père, Jens Hansen, capitaine à Røn, sur l'île de Bornholm. C'est un jeune homme qui a été fait prisonnier dans le détroit de Gibraltar. Il s'est retrouvé esclave à Alger et il est au plus mal. Il demande à sa famille d'envoyer de l'argent pour racheter sa liberté. Parmi ces esclaves blancs, entre 4 et 5 000 sont scandinaves. Ce sont surtout des marins. Une situation qui découle directement des conflits qui opposent depuis le XVIe siècle l'Europe chrétienne et les nations musulmanes du Maghreb. Cette guerre qui ne dit pas son nom s'est propagée jusque dans l'Atlantique. Le monde musulman se considère en guerre avec la chrétienté. Pour eux, c'est le djihad, la guerre sainte. C'est pour cela qu'a été créée cette piraterie. Elle permettait de puiser des esclaves dans le vivier des prisonniers de guerre pour les vendre dans les pays arabes. De notre point de vue, ces captifs étaient plus des esclaves que des prisonniers à cause de la façon dont ils étaient traités. Des cadeaux, des présents, comme il disait, à l'attention des dirigeants. Des cadeaux aux princes, mais aussi du matériel comme des armes ou des cordages qui faisaient défaut à ces pays. Les archives royales danoises ont conservé plusieurs documents liés à ces accords. Voici un sauf-conduit algérien. Nous n'avons que la partie danoise. Comme vous le voyez, il en manque une partie. C'est un document que le capitaine danois emportait avec lui. Ce sauf-conduit date de 1838. On est déjà quasiment à la fin de l'existence de ce système. Le vaisseau concerné est le Magdalene, immatriculé à Copenhague. Il a effectué un voyage depuis la capitale. Son capitaine était Jacob Ebert et il devait emprunter le détroit de Gibraltar.
Les pirates algériens, de leur côté, avaient reçu la partie supérieure du document envoyé depuis le Danemark et qui correspondait parfaitement avec la partie inférieure. Le capitaine danois présentait sa partie, le pirate la sienne, et si les deux s'emboîtaient, cela signifiait que le navire danois venait d'un pays qui s'était acquitté du droit de passage. Le roi avait payé, donc le bateau pouvait naviguer librement. Le tribut annuel consistait en une cargaison de poudre et de boulets, de faucons d'Islande, de cornes de narval et d'autres produits du Nord. C'était de cette manière que le traité était scellé. On raconte que ce canon a été offert à un prince barbaresque qui l'a par la suite renvoyé au roi du Danemark. Apparemment, avant de l'offrir, les Danois ont transformé le monogramme de Christian VI en un croissant de lune. Le problème, c'est que cette forme en C représente une lune décroissante. Or, la tradition... Il envoie l'argent de la rançon en Algérie pour racheter la liberté de son fils. Mais c'est un autre homme qui est libéré, car il porte le même nom. Alors, quand le père se rend à Hambourg, c'est pour rencontrer un inconnu, qui est bien sûr ravi que quelqu'un ait payé sa rançon. Cette confusion sur le nom des prisonniers empêche Hark Holoufs de dire adieu à Constantine. Il m'annonça que je pouvais quitter Constantine. J'étais libre. Je tombais à ses genoux. Mais le vieil homme me releva. Les larmes inondaient son visage. Il mit sa main sur ma tête et dit « Que Dieu t'accompagne. Garde-toi des boissons fortes, des femmes et des juifs d'Alger. Qu'ils ne te soutirent pas tout ton argent. » Hark rentre chez lui au terme d'un voyage long et difficile. Il passe par Marseille, Lyon, Paris et Hambourg. 4 navires de corsaires nord-africains attaquent divers points de l'Islande. De l'équipage leur crient qu'ils sont des amis d'Alger. La Suède et l'Algérie avaient en effet signé un traité de paix. La plupart des pirates sont des renégats, d'anciens esclaves d'Europe convertis à l'islam. Parmi les capitaines de la flotte qui attaque l'Islande, il y avait un renégat allemand ou hollandais, un certain Murat Reis, un pirate très connu. En août 1627, les navires atteignent les côtes d'Alger avec leur cargaison de prisonniers. Parmi eux, Gudridur Simonardottir et son fils Solmundur. Sur les bateaux, les pirates ont commencé à mettre des chaînes aux prisonniers. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Les de détention qui les attendent à Alger sont odieuses. La chaleur est accablante. 31 Islandais meurent de maladies diverses en un mois. Ils jouaient même avec. Une femme avait accouché pendant la traversée et il l'avait bien traitée. Il les décrit comme étant civilisés par bien des côtés. Olouf, le prêtre, Gudridur, Solmundur, leur voisine Anna et les autres Islandais sont mis en vente sur le marché d'esclaves d'Alger. Le calvaire est d'avoir quelqu'un en Islande ou au Danemark qui accepte de payer une rançon pour sa libération. Peu de temps après son arrivée à Alger, Olouf Aegilson, le prêtre, est libéré et envoyé en Europe afin de rassembler la rançon exigée pour ses compatriotes. Un vieil homme comme lui ne leur était guère d'utilité. Il n'aurait certainement pas pu en tirer un bon prix. Et puis sa constitution n'en faisait. Les esclaves chrétiens peuvent espérer une vie meilleure en Afrique du Nord s'ils se convertissent à l'islam. Le fils de Gudridur, Solmundur, est devenu musulman, comme tous les enfants, qu'ils viennent des îles Westman ou qu'ils soient nés à Alger. Ce n'est que 8 ans après le raid des pirates sur les côtes islandaises
que Christian IV envoie un émissaire à Alger racheter les esclaves. Il faudra attendre mi-juin pour que soit rachetée la liberté de la dernière esclave, Gudridur. L'envoyé du roi retrouve et rachète la liberté de 50 esclaves danois, norvégiens et islandais pour la plupart. Parmi eux, au large de Barcelone, ils sont capturés par un groupe de corsaires algériens dont le capitaine s'appelait Dali Mami. La bataille est rude. Le capitaine et de nombreux marins et soldats y laissent la vie. Mettent sa tête à prix pour une très forte somme. 500 escudos d'or, ce qui pour l'époque correspondrait à 25 000 $. C'est une somme énorme et on l'amène en captivité à Alger. Je vécus dans ce bagne avec d'autres nobles et hauts dignitaires qu'on gardait pour demander une rançon. Comme j'étais capitaine, j'étais en compagnie des nobles et de ceux dont on espérait qu'ils rapporteraient gros. On me mit une chaîne et un boulet pour signifier que j'étais un captif en attente d'une rançon. On nous forçait à faire des travaux harassants pour nous pousser à demander cet argent. Cervantes se retrouve au niveau le plus bas de la société. C'est un esclave à Alger. Il partage le sort de nombreux Européens en Afrique du Nord. Don Quichotte raconte l'histoire d'un captif qui revient d'Alger. C'est une histoire directement inspirée de la propre expérience de l'esclavage de Cervantes. Don Quichotte deviendra son œuvre majeure. Don Quichotte et son valet Sancho Panza séjournent dans une auberge où entre un petit groupe de personnes. On persuade l'un d'eux de raconter son histoire. C'est ce qu'il fait. Il s'avère qu'il vient d'arriver d'Alger en Espagne sur un bateau. Il s'est enfui d'Alger où il était prisonnier, exactement comme Cervantes l'avait été. À la Bibliothèque royale de Copenhague se trouve un livre en vélin du XVIIe siècle, écrit par le père Pierre Danes, qui a abondamment voyagé en Afrique du Nord. Il y décrit les cachots et les bagnes d'Alger. Il dresse la liste des esclaves français qui attendaient une rançon, des marins de la France entière. Lorsque le montant de la rançon est réuni, le nom du captif doit être ajouté à la liste des esclaves qui peuvent être libérés. Les listes comportaient des descriptions individuelles. Elles étaient vérifiées à Alger. En 1574, Cervantes est esclave à Alger. En Espagne, on s'active pour racheter sa liberté. L'islam avait beaucoup moins de préjugés que la chrétienté, particulièrement en Algérie où la société était très tolérante et très ouverte à l'époque. Garcés de l'université Cornell et Diane Wilson de l'université du Colorado. Ils ont dessiné cette carte qu'ils avaient emportée pour savoir où le roi pourrait attaquer. Le fort ne semblait pas imprenable. Il y avait des faiblesses dans les fortifications. Sosa mentionne le cap de Matafous ou de Temenfous. Il a estimé le nombre des esclaves blancs à 25 000 à l'époque à Alger. Notre estimation pour la période qui va de 1540 à 1650 est qu'à peu près 600 000 esclaves sont passés par Alger. Je ne crois pas qu'il serait devenu l'immense écrivain qu'il fut s'il n'avait pas vécu cette expérience à Alger.